il est 20 heures. Nous allons donc démarrer l'atelier santé numéro 33 qui concerne des questions diverses, puisqu'à partir de maintenant, comme déjà depuis 3 ou 4 cours, il n'y a plus de support anatomique tels qu'on les a connus jusqu'au 25e atelier. Donc aujourd'hui, les questions diverses vont concerner ce qu'on appelle les désordres mentaux tels que la schizophrénie. Donc la schizophrénie, c'est un désordre mental, si on se réfère aux explications de Wikipédia, c'est un désordre mental caractérisé par un comportement social et des difficultés à reconnaître le monde réel. Les symptômes sont apparentés à de fausses croyances, des pensées pas claires, des pensées confuses, des hallucinations auditives, visuelles, une baisse de participation sociale et un manque de motivation. On peut retrouver également une hypersexualité avec un comportement d'urgence sexuelle, un peu borderline, une sorte d'impulsivité et une tendance à la séduction. Ça, c'est ce qu'on trouve dans Wikipédia. En ce qui concerne la nymphomanie, nous verrons tout à l'heure qu'il y a pas mal de points communs et une ressemblance. Là, on est dans un cas d'hypersexualité avec un comportement d'urgence sexuelle. Même chose, un cas un peu borderline, de l'impulsivité, de la séduction excessive. Ça peut être aussi de la nécrophilie, du sadomasochisme, du voyeurisme, de l'urophilie. Et on trouve ceci autant chez les hommes que chez les femmes. Donc la nymphomanie n'est pas, on le verra tout à l'heure, une pathologie spécifiquement féminine. Les symptômes retrouvés, eh bien, on retrouve ça également chez les bipolaires. Si on examine maintenant le cas des jumeaux et des siamois, eh bien, quand on a affaire à de tels cas, on accepte de naître comme une seule personne, en principe. C'est-à-dire que vous, moi, je suis physiquement une seule personne, et a priori, sur le plan plasma, je suis une seule personne. Mais si vous avez affaire à des jumeaux, des vrais ou des faux, ou des siamois, à ce moment-là, on a affaire à deux entités physiques bien séparées. Quoique chez les siamois, ils ne sont pas totalement séparés. Chez le schizophrène, eh bien, on a un seul cerveau physique pour deux personnes. Et cela peut aller jusqu'à 3, voire 4 personnes. Dans la nymphomanie, c'est la même chose. Il y a plusieurs personnes plasma dans un corps physique. C'est-à-dire que l'une va aimer, par exemple, une verge ou un sexe. L'autre personne à l'intérieur va aimer le thé, alors que l'autre va aimer l'eau. Par conséquent, à qui devons-nous nous adresser, à qui parler? Eh bien, la séparation sur le plan génétique n'a pas eu lieu. C'est-à-dire sur le plan physique, il n'y a pas eu de séparation physique. Mais en fait, cela peut arriver à tout le monde en cas de solitude, où on se parle à soi-même ou à un autre imaginaire. Ceci s'est produit au cours de l'évolution quand on n'avait personne avec qui communiquer. On le verra tout à l'heure en fin de présentation, où on parlera de certains pays et vous comprendrez un petit peu mieux. Et donc, cela a été enregistré dans l'ARN, puis dans l'ADN. La séparation émotionnelle s'est faite dans l'utérus. Cela n'a rien à voir avec une quelconque dépression ou autre pathologie. Donc, par conséquent, à partir d'aujourd'hui, on ne considérera plus la nymphomanie ou la schizophrénie comme une pathologie. Et vous verrez que ce cours est absolument passionnant et très intéressant. Si on regarde le développement d'un enfant jusqu'à la puberté, un enfant ne connaît pas la hiérarchie sociale ni les couleurs de peau. Mais par la suite, avec la sexualité, chacun fait ses choix en choisissant des couleurs de peau différentes. Et c'est à ce moment-là que les conflits vont commencer, alors qu'avant, ils étaient toujours ensemble. Si vous prenez des enfants dans une cour de récréation, ils jouent tous ensemble. Ils ne s'occupent pas de savoir s'il y a des questions d'hiérarchie. Mais à partir de 13-14 ans, à ce moment-là, ils vont faire des choix dans la cour de l'école. Et c'est à ce moment-là que commencent les ennuis. Par conséquent, si on regarde la schizophrénie, quand vous parlez à John à l'intérieur d'un corps, alors que c'est Jack qui répond, parce que les deux schizos sont focalisés sur des choses différentes. Donc, il y en a un qui va répondre, et cela se voit dans la forme de leurs yeux. C'est-à-dire que la seconde personne est toujours plus agressive. S'ils sont 3, ça sera la troisième entité qui
qui sera la plus agressive. Un peu comme dans une famille normale, entre guillemets, eh bien, c'est toujours le petit dernier qui essaye de s'installer dans sa position et qui perturbe les autres pour dire hey, c'est moi là, je suis là, regardez-moi, j'existe. Donc, dans un physique schizophrène, on a vraiment deux personnes, et donc celle à qui on n'aura pas porté attention va devenir schizophrène. Donc, retenez bien les deux prénoms parce qu'on va en parler, on prendra ça comme exemple dans chaque cas. Donc, retenez bien, dans une personne physique, on aura John et Jack. Par conséquent, quand vous regardez la personne, vous allez avoir le schizo qui va tantôt aimer le Coca-Cola en tant que John, puis l'autre, à ce moment-là, il va aimer l'eau en tant que Jack. Et John fait des choses avec lesquelles Jack n'est pas forcément d'accord. On peut le voir avec deux femmes différentes. C'est-à-dire que vous allez voir votre, appelons-le Monsieur X, eh bien, lundi, il va se trouver avec telle femme, et puis mardi, il va se trouver avec une autre femme. Donc, pour nous, c'est effectivement difficilement compréhensible. En fait, ce problème de difficulté avec les schizophrènes ou les nymphomanes, c'est que le problème vient de la mère qui n'a pas été capable de reconnaître les deux personnes, les deux entités. Elle ne connaît que John et Jack, elle ne connaît pas. Et à ce moment-là, Jack a besoin d'être reconnu. Et donc, c'est à ce moment-là que la dépression commence. Parce que dans les moments où Jack ne se sent pas aimé, il demande si sa mère l'aime. Et à ce moment-là, si elle ne répond pas, qu'elle répond à John, ah oui, je t'aime. Donc Jack se mord les lèvres ou il peut mordre ses parents parce qu'il n'a pas été reconnu en tant que tel. Et à ce moment-là, Jack va devenir un meurtrier envers une autre femme qui ressemble à sa mère, par exemple. Et John, lui, il n'y est pour rien. Et ensuite, John, qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide car il ne peut supporter d'être blâmé, puisqu'en fait, c'est Jack qu'on aurait dû blâmer. Donc, vous êtes en train de bien comprendre à l'heure actuelle que jusqu'à présent, on disait que le schizophrène avait des hallucinations, c'est-à-dire que c'était John qui voyait une entité totalement inconnue, saugrenue. Non, en fait, John a bien un double, un frère à l'intérieur de son physique. Donc la solution vient donc des parents. Il suffit de demander au corps physique « Qui es-tu? À qui ai-je affaire? John ou Jack ?» Et selon ce que fait le sujet, puisqu'en fait la seule façon de déterminer à qui on a affaire, c'est de regarder ce que la personne est en train de faire. Comme s'ils avaient affaire à de vrais jumeaux. Par exemple, si John est en train de s'amuser à faire des Legos, eh bien on sait qu'on a affaire à John. Si John est en train de s'amuser à jouer à la dinette, on saura que c'est Jack. Donc, c'est par leurs activités, leur comportement, leur façon de s'habiller, leurs désirs spécifiques. Il y en a un qui peut aimer la physique, alors que l'autre, il va aimer la chimie. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les différencier. En fait, sur le plan physique, eh bien, on a affaire à des génies dans une seule entité physique, où l'un est doué en sport, par exemple, alors que l'autre est doué en chimie ou en physique. En plus, s'ils sont trois, on a vraiment des super génies. À tel point que si vous leur demandez de lire un texte d'économie, ils vont être vraiment intarissables. Ils changent même de comportement sexuel selon les filles qu'ils rencontrent. Tantôt ils s'habillent en bleu, tantôt ils s'habillent en rouge. Donc, dans 90% des cas, ce ne sont pas eux le problème, mais nous. C'est la même chose pour les transsexuels. Ils sont 2, voire 3. Ainsi, le suicide des schizophrènes sont le fait des parents. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas les blâmer puisque personne ne leur avait expliqué le fonctionnement. Revenons maintenant sur la nymphomanie. Dans ce cas, il peut y avoir 2 ou 3 femmes ou 3 hommes dans un seul corps physique. Puisqu'en fait, on a bien dit que la nymphomanie n'était pas spécifique, un comportement spécifiquement féminin, mais il peut être aussi un comportement masculin. Donc 2 ou 3 femmes ou 3 hommes dans un seul corps physique. Mais ce corps physique se comporte différemment selon les moments où elles s'absentent et reviennent en ayant changé de comportement et d'aspect physique. Il y a des espaces de temps entre les différentes personnes et les différents comportements.
Donc, quand vous parlez, par exemple, à Marie, elle se demande de quoi vous parlez parce qu'avant, c'était Suzanne à qui vous parliez de sexualité, pas avec Marie. Donc, Marie se demande ce que vous êtes en train de lui poser comme question. Et ceci peut présenter un problème dans l'espace d'un vaisseau spatial. Est-ce que jusqu'à présent, vous avez des questions à poser? Oui, c'est Sylviane dit, Oui, je me demandais quand même au niveau de la, enfin, parce que là tu dis voilà, il y a deux esprits dans le même corps oui. pour la schizophrénie. Donc au niveau de la conception du corps physique, les deux esprits étaient déjà ensemble lorsqu'ils ont commencé à créer leur Oui, enveloppe physique. Donc ils ont conçu oui. leur enveloppe Sauf physique qu'ils ne se sont pas séparés. Oui. Donc, c'est au niveau de la conception physique, il n'y a pas eu de séparation. En fait, euh, je dirais, pour simplifier, c'est comme s'il y avait deux spermatozoïdes dans un ovule. C'est une D'accord. simplification, hein, c'est un Oui, peu oui, oui, imagé bien en sûr. fait, hein. Oui, En fait, vous d'accord. avez deux plasmas pour une construction physique. Donc là, on est en train d'aborder la différence entre la nymphomanie et la schizophrénie, bien que ça se ressemble en apparence. Dans le cas de la nymphomanie, il y a des temps de récupération entre chaque changement de comportement. C'est-à-dire quand Marie avait la parole, elle va avoir besoin d'un temps de récupération. Elle va se mettre à fumer, par exemple, pour récupérer parce que les trois personnes dans le cas de la nymphomanie ne sont pas connectées ensemble. Elles n'ont pas de lien direct ensemble. Elles sont vraiment séparées. C'est vraiment trois personnes différentes. Alors que dans la schizophrénie, ce sont deux personnes qui sont vraiment connectées. Donc dans la nymphomanie, les deux personnes ou trois ne sont pas connectées entre elles, alors que dans la schizophrénie, elles sont connectées sans cesse entre elles. C'est pour ça que vous voyez les schizophrènes se parler à eux-mêmes sans arrêt. Mais vous n'avez pas ça dans la nymphomanie. Donc, quand vous allez parler à Marie, je ne sais pas, moi, vous sortez du lit, vous étiez avec Marie, et puis 1 heure après, elle se met à fumer une cigarette parce qu'elle a besoin de récupérer, et puis elle retourne au lit, puis à ce moment-là, vous voulez recommencer avec Marie, et vous dites, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, parce que c'est Suzanne, d'un seul coup, qui a pris la place. Vous voyez? Donc, pour bien comprendre la nymphomanie et la schizophrénie, il faut oublier cette idée de personne illusoire, c'est un rêve, c'est une maladie du cerveau. En fait, non, on a bien vraiment, réellement, des entités différentes, exactement. Ce sont vraiment deux jumeaux, sauf qu'ils ne sont pas séparés physiquement. Donc, en fait, hein, je reviens là-dessus, est-ce que c'est une pathologie ou pas? Donc, je répète, le schizophrène n'a pas besoin de temps mort pour passer d'un être à un autre, alors que les nymphos ont besoin d'un temps de tranquillité. Elles se mettent à fumer pour passer d'une personne à une autre, parce qu'elles ne sont pas connectées l'une à l'autre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les utilise dans les services secrets, car la première la nymphomane ne va pas se rappeler de ce qu'a dit la troisième, puisqu'elles ne sont pas connectées. De même que la troisième ne se souvient pas de ce qu'a dit la deuxième. Donc on en fait c'est comme si la personne avait des pertes de mémoire. En fait, elle n'a pas de perte de mémoire. En fait, elle n'était pas présente dans un tel événement. La première n'était pas présente pour l'événement de la troisième. La troisième n'était pas présente à l'événement de la seconde. Donc, chez les nymphos, il faut trouver le moment du déclic. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pendant la Seconde Guerre mondiale, les GI avaient un cliquet dans la main. Clic, clac, clic, clac. Bah, pour la nympho, c'est la même chose. Il faut faire clic, mais il faut attendre le clac pour passer à la seconde personne ou à la troisième. Alors que chez le schizophrène, il n'y a pas ce délai, ce temps de récupération pour passer de l'un à l'autre. Ils sont sans arrêt présents et connectés. Par conséquent, ce ne sont pas des pathologies. C'est ça qui est le plus difficile pour nous à comprendre et ensuite à, non pas accepter, mais à partir du moment où on a la compréhension, on a l'acceptation. En ce qui concerne les bipolaires, c'est le même principe. Donc, ce n'est pas une pathologie.
Et si effectivement on enferme ces personnes, eh bien elles ruent dans les brancards. Il faut donc leur laisser une chance. Donc c'est à nous de voir les deux personnes plasma dans une seule entité physique. Il suffit de demander à la personne physique, schizophrène, qui est-ce qui est en train de soi-disant parler toute seule, alors que les deux schizos se parlent entre eux. Donc il suffit de lui demander, comment t'appelles-tu, John ou Jack? Alors en Occident, c'est assez facile parce que nous avons tous plusieurs prénoms. Certaines régions du globe, les gens n'ont qu'un seul prénom, donc c'est plus difficile. Mais surtout, rappelez-vous bien, il y a le changement de comportement, le changement de désir, le changement de, comment dire, de gimmick, le changement de centre d'intérêt. Et c'est comme ça qu'on peut les reconnaître. Parce qu'à eux deux, donc, ce sont deux personnes vraiment extrêmement intelligentes qu'on pourrait appeler des surdoués. Que vient faire la génétique dans tout ça? Eh bien, un de nos ancêtres, en fait, a dû se battre pour ne pas se sentir seul. Et donc, cela provient, donc on verra tout à l'heure, je détaillerai un petit peu plus, cela provient des modes de vie ancestraux, alors que les femmes avaient plusieurs maris parce que les autres maris étaient au champ ou dans les montagnes pour travailler. Donc, elles étaient donc seules. Ceci existe encore d'ailleurs au Népal, où la femme est libre de prendre le mari disponible qui est là, présent à l'instant même, alors que les autres sont partis à la montagne et reviennent que 2, 3, 4, 5 mois plus tard. Donc, au fil du temps des générations, certaines femmes ont appris à avoir plusieurs hommes et cela s'est inscrit dans l'ADN. Rappelez-vous qu'on en a parlé au sujet du développement cardiaque et du cœur, de l'organe, que à la naissance est inscrit la couleur de nos yeux, la couleur de la peau, le développement de notre physique, la taille de nos organes, etc. Mais qu'au cours de du développement de notre vie, tout ce que nous faisons, apprenons, la façon de marcher, la façon de penser, les enseignements que l'on reçoit, tout cela va s'inscrire également dans l'ADN. Donc l'ADN se structure et évolue au cours de notre vie. Par conséquent, ici, dans le cas présent, la façon ou le développement de la sexualité ou le comportement de la sexualité au cours des générations s'est fait sur un mode trivial, de tribu, pour assurer la survie de l'espèce, où la femme, donc, avait la liberté de prendre plusieurs hommes dans la mesure où elle prenait celui qui était présent. Par conséquent, la solution, c'est de demander. Alors, en fait, ces personnes sont notre police d'assurance. Donc, ces personnes en tant que schizophrènes et nymphomanes. Parce que de cette façon-là, on est sûr qu'il n'y a pas de consanguinité, comme on peut le voir chez les Juifs ou certaines autres civilisations, avec un fils unique. Puisque dans un seul physique, vous êtes assuré d'avoir deux personnes. Donc, on verra que si vous avez une personnalité masculine et féminine, eh bien, vous avez le jackpot pour la survie de l'espèce. Donc, la solution, c'est de demander à quel jumeau schizophrène on parle. Si c'est John qui répond à la place de Jack, il suffit de demander à Jack de se taire et de laisser John parler. Il suffit de reconnaître qu'il a bien deux personnes. Vous faites comme si vous aviez de vrais jumeaux. Alors, je ne connaissais pas encore la technologie qu'il y a jusqu'à présent, mais je peux vous assurer que je devais avoir une trentaine d'années en tant que kiné, où on m'avait dit surtout tu n'approches pas ce schizophrène, tu vas voir, il va devenir extrêmement violent. Et je le vois en train de parler, et je lui dis, tu es en train de parler à ton pote, mais exactement comme si effectivement j'avais affaire à deux personnes. Et il m'a mis la main sur l'épaule, il me dit, ah bah dis donc, toi tu m'épates. Voilà, donc c'était pour confirmer ce que où j'ai la confirmation avec l'enseignement de Kesh aujourd'hui, la façon dont il voit les choses. C'est tout à fait rassurant. Ça nous donne une autre façon de nous comporter parce que ce sont des gens, si on ne comprend pas ça, c'est très difficile de les aborder. Alors maintenant, une question de pourcentage. Si on avait le choix dans l'espace, eh bien, on n'emmènerait que des schizophrènes ou des nymphomanes parce que dans leur gène, ils ont la survie de l'espace. C'est ce que j'étais en train de dire. En une seule personne, eh bien, vous avez deux ou trois personnes. Vous avez davantage de chances d'assurer la survie. En effet, on a 0,3% de ces êtres
qui sont des jumeaux plasma, homme et plasma, femme. Donc, parmi tous les schizophrènes et nymphomanes, 3%, 0,3% sont bisexués. Donc, ils assurent la reproduction par eux-mêmes. On n'a donc pas une nymphomane qui en son corps est seulement une femme. Elles peuvent être bisexuées. Même chose chez les schizophrènes. Et M. Kech dit que ce sont les psychologues qui sont responsables des meurtres ou suicides commis par les schizophrènes, et ce parce qu'ils jugent et ne comprennent pas ces gens, et que ce ne sont pas des malades. Peut-être que ce sont les psychologues qu'il faudrait interner. Alors, M. Kech dit que les meilleurs candidats au vaisseau spatial sont des schizophrènes et nymphomanes. C'est pour ça qu'il préfère des candidats pour l'espace qui soient schizophrènes ou nympho-bisexués, bisexués surtout pour la survie dans l'espace. Alors ensuite, il y a une question qui a été posée pour savoir si on a affaire à un ancêtre unique, c'est-à-dire une femme africaine par exemple. Et M. Kech nous répond que nous ne provenons pas d'un ancêtre unique africain. En fait, notre mère, c'est la Terre, de par la composition des acides aminés et à quel endroit de cette Terre ces acides aminés se sont assemblés. Même chose pour les poissons ou les animaux marins. C'est en fonction du degré de salinité qu'on aura différents types d'acides aminés et différents types d'assemblage d'acides aminés avec soi-disant des générations, ce qu'on appelle des générations spontanées. Vous avez de l'eau de mer, apparemment il n'y a rien dedans, et vous pouvez très bien avoir des poissons ou des escargots qui viennent à se développer dans un certain type d'eau. Donc pourquoi éradiquer ces gens? Pourquoi les mettre en asile? Car en étant deux en un, ils sont la garantie de notre survie. Imaginez qu'il ne reste par exemple qu'un seul homme sur cette planète et qu'il ne soit pas schizophrène ou nymphomane. Qu'est-ce qu'il se passerait? Maintenant, on va en venir à la façon de les éduquer et comment on doit se comporter, comment faire avec ces personnes. Donc la personne physique, par exemple, veut des chaussures noires le lundi et le lendemain, elle veut des rouges. La personne physique. En fait, c'est John qui lundi veut des noirs et le lendemain, vous avez Jack qui dit « moi je veux des rouges ». Eh bien, il suffit d'acheter des rouges aujourd'hui ou des noirs aujourd'hui et des rouges demain. Comme si vous aviez affaire à deux enfants jumeaux physiquement séparés. En fait, ils sont deux, mais vous ne les voyez pas. Donc, effectivement, si on est toujours dans le comportement ou l'observation physique, effectivement, on ne comprend rien et on ne peut pas dialoguer. Donc, on est toujours dans le physique et non plus dans le plasma. Si on est dans le plasma, eh bien, on a affaire à deux aimants invisibles, deux entités invisibles. Il faut les respecter et comprendre leur choix. Donc, quand vous avez affaire à deux jumeaux, deux vrais jumeaux, vous ne dites pas « oh là là, ça me coûte cher ». Vous payez des chaussures rouges et des chaussures noires. Chacun sa paire de chaussures. Eh bien, avec un schizophrène nymphomane, si un jour elle vous demande des chaussures noires, le lendemain des rouges, il n'y a pas à être radin. Il suffit de dire il y a deux personnes. Et donc, je paye des noirs et des rouges. Maintenant, on va voir la précocité sexuelle et pourquoi une telle précocité. Chez les nymphomanes, il y a addition de quantité hormonale, d'où la précocité sexuelle comportementale. En fait, il y a une surdose et donc on a affaire à des femmes ou des enfants qui peuvent être prématures sur le plan sexuel vers 7, 8, 9 ans. Et c'est pour cela qu'arrivé vers 35 ou 45 ans, ou même avant, eh bien, elles perdent tout appétit pour la sexualité parce qu'elles disent « j'abandonne, je ne veux plus de contact sexuel, je ne veux plus rien avoir avec » parce qu'elles sont épuisées. Alors, elles ferment le système sexuel de procréation. Donc, ça peut être un cancer utérin, ça peut être un cancer du sein. D'ailleurs, il n'y a jamais d'Alzheimer chez ces personnes. C'est simplement qu'on ne parle pas à la bonne personne. Donc, autant l'Alzheimer peut vraiment avoir une perte de mémoire, quoique, dans certains Alzheimer, on peut avoir affaire en fait à une double entité. Donc, si vous demandez à John, est-ce que tu te rappelles ton dernier cours de chimie, et qu'en fait c'est à Jack que vous êtes en train de parler, John ne risque pas de s'en souvenir, puisqu'il n'a jamais été chimiste.
Des questions à partir de maintenant sur ce qu'on vient d'aborder? Oui, bonsoir Jean-Jacques, c'est Jacques. Oui. Qu'est-ce que tu penses des possessions dans les bipolaires? Il n'y a pas une forme, je ne me rappelle plus donc quel est le psychologue qui parlait de ça, la possession par les âmes errantes. Il n'y a pas de possession, justement. On a certainement affaire à des doubles personnalités. C'est la différence de compréhension, en fait. Tout ce que jusqu'à présent on appelait, comment dire, les gens qui avaient soi-disant des hallucinations, ce ne sont pas des hallucinations. C'est pas du faux semblant. C'est pas quelque chose qui débarque on ne sait où. En fait, on a vraiment affaire à deux personnes, deux entités vraiment séparées. Alors on peut avoir, il y a des différences, on peut avoir des gens qui prennent la personnalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une double entité, on n'a qu'une seule personne, mais comme elle fait des erreurs sur sa piste de temps, eh bien, il y a des fois, elle peut se mettre à parler à la place de sa mère, à la place de son grand-père. C'est ce dont j'ai parlé lors des pistes de mémoire la semaine dernière au sujet des émotions. Et pour ceux qui étaient là sur le cours sur les émotions, j'ai parlé de la mémoire et comment on devait procéder pour retrouver sur la piste du temps la mémoire et éradiquer ce qu'on appelle les incidents nuisibles ou nocifs. Donc vous avez des gens, par exemple, qui vont parler comme si c'était leur mère qui parle. Par exemple, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de dire « Oh, fais attention, fais attention ». Et en fait, quand la personne se met à parler, c'est pas elle qui parle, c'est elle qui parle. Mais elle reproduit les paroles de sa mère ou de son grand-père. Donc ce sont des cas différents de double personnalité ou de personnes doubles. C'est pas les esprits possessifs. Donc il faut bien faire Pardon? C'est pas les esprits possessifs? Non, 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 non. Non, non. Non, non, c'est les esprits possessifs, c'est une incompréhension justement de la schizophrénie. Et nous verrons que la schizophrénie, il y a des fois, c'est un peu borderline, on s'en rend pas compte. Donc, on peut avoir des gens qui, en fait, ont un comportement de double personne, mais c'est très subtil. C'est ouvert. Bonjour Jean-Jacques, je suis Claire. En fait, c'est ce qu'on appelle les... Oui. Excusez-moi, je suis l'épouse de Jacques. Oui, et oui, oui. Ce que tu expliques est hyper intéressant, ça me parle beaucoup, mais je raccrocherai ça à ce qu'on appelle les âmes errantes qui profitent de certaines situations pour entrer dans les corps. Et il y a une psychothérapeute, Edith Fioré, qui parle justement que dans son milieu, eh ben, on parle des schizophrènes et on parle de ce que tu viens de dire. Alors qu'en réalité, quand on arrive à capter l'un des deux, par exemple, et qu'on lui démontre qu'il est mort et qu'il doit monter, partir, après chacun peut dire comme il le sent, elle arrive, cette personne, elle a soigné des gens. Alors, si vous avez bien, je vais reprendre un petit peu. Je comprends ce que tu veux dire. D'accord. Ce que tu viens de dire, c'est la considération que c'est une pathologie. Soit une pathologie de force médicale. Oui, pardon, merci. Donc je disais, ce que tu viens d'exprimer, c'est la considération que c'est une pathologie, soit médicale, soit au sens New Age ou un peu psychothérapie. En fait, on le verra tout à l'heure, c'est un mode de survie que l'humanité a mis en place et qui est la résurgence d'un mode de survie dans le monde physique, en fait. Ah, d'accord. Dans la matérialité. Il ne faut pas considérer ça. Oui, dans la matérialité, bien sûr. D'accord.
Donc, ce n'est pas une pathologie, ce n'est pas des gens qui se baladent comme ça au sens nocif pour venir s'incorporer. C'est quelque chose qui fait partie de la survie de l'espèce humaine. D'accord. Et l'âme, elle a fait ce choix. Oui, parce qu'elle n'a pas le choix. Oui, ok. Ah oui, j'ai compris. Si tu reviens au comportement sexuel, alors pour nous, dans notre type de société actuelle occidentale, notamment en France, d'abord, c'est pas, enfin, ça peut être compréhensible, mais c'est pas admissible. Pourquoi on a ça, par exemple, au Népal, dans les pays de très très haute montagne, ça peut être au Tibet, au Népal, etc. Les femmes se retrouvent seules à la maison, dans le monde physique, et pour assurer la survie de l'espèce, et dans un comportement tribal, puisqu'on était à l'époque encore dans des comportements tribaux, donc les femmes prenaient le premier homme qui venait, dans la mesure où le premier mari était parti pendant 6 mois dans la montagne. Parce que les hommes, quand ils partent au Tibet ou au Népal, c'est pas pour une journée. Ils partent pour emmener les troupeaux. On a ça en Mongolie. Qu'en Mongolie, ils emmènent toute la famille dans les montagnes. L'homme part tout seul pour 3, 4, 5 mois, voire 6 mois. Et donc, la femme se retrouve seule. Et donc, dans le monde physique, si elle a besoin émotionnel et sexualité, elle change. Elle a un deuxième mari. C'était les sociétés. C'est pas un deuxième homme, c'est un deuxième. Un deuxième mari, oui, c'est le matriarcat. Au Tibet, Népal. Non, c'est pas le matriarcat. Oui, elles ont le choix. C'est ce que nous on appelle le matriarcat, au sens de dire c'est la femme qui commande, qui domine. Mais en fait, c'est un problème de nécessité. Oui. Pas dans ce sens. Elle s'autogère, voilà. Elle a plusieurs maris parce que. Elles avaient cette liberté de choisir plusieurs maris. Mais c'était pas des hommes de passage, c'était chaque homme avec chaque relation avec un homme était le mari. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Jacques. On peut avoir plusieurs femmes. Dans le monde occidental, on a plusieurs femmes, mais on n'a pas plusieurs femmes sur le livret de famille. C'est ce que je veux dire. Ok. Donc, en fait, tous les comportements que l'on a actuels, comportements, je ne mets pas entre guillemets, en fait, c'est pas des comportements déviants. Ce sont des modes de comportement qui sont transmis dans le plan de l'ADN, sur le plan de la génétique, puisqu'on a vu qu'on avait non seulement une transmission physique, des caractéristiques physiques, mais également de tout le mode comportemental qui se transmet. Ce qu'on appelle à l'heure actuelle dans l'épigénétique, qui est en train de découvrir que en fait, l'épigénétique permet de modifier l'ADN en cours de route, ou la structure informationnelle de l'ADN en cours de route. Donc là, on est en train de voir que d'une précocité sexuelle, on va aussi avoir une précocité, non pas, ça peut être une précocité de ménopause, mais également une précocité dans le désir sexuel avec une sorte d'épuisement physique. Évidemment, si lundi vous couchez avec Marie, que mercredi vous couchez avec Julie et que vendredi vous couchez avec Simone, mais que vous n'avez qu'un seul corps physique, il est certain que vous allez épuiser le corps physique. Le problème dans la nymphomanie, si c'est un problème, c'est qu'aucune d'entre elles n'est au courant de ce qu'a fait l'autre en tant qu'entité physique, dans le cas de la nymphomanie. Et donc, pour répondre un petit peu à la question que vous vouliez poser, on en vient au fait que nous avons tous un comportement schizophrène. On voit ça notamment dans les cas de danger, dans les cas d'extrême danger où il y a des cas de survie, et on voit que certaines personnes sont à même de se comporter de façon extraordinaire, et donc il y a certaines personnes qui survivent. On se demande pourquoi. Parce qu'une partie de nous possède les ressources pour s'en sortir dans une certaine situation donnée, alors qu'une autre partie de nous ne sait pas quoi faire. Donc il y a certainement beaucoup plus de schizophrènes qu'on ne le croit. C'est ce que font d'ailleurs les nymphomanes. Les nymphomanes font les 3-8. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est au lit, repos, au lit, repos, au lit, repos.
mais ce n'est pas la même personne. Donc, maintenant, vous avez bien compris qu'on a réellement affaire à 3 personnes, 3 entités, et quand je dis personne, c'est 3 je. Mais on ne peut plus avoir comment dire, une vision sarcastique envers les nymphomanes ou envers les schizophrènes. Oui, Jean-Jacques. Donc, il faut bien que… Oui. J'ai une question là. Qu'en est-il des Oui, personnes je t'écoute. qu'en est-il des personnes qui font taire justement une partie de leur personnalité? On va l'évoquer tout à l'heure, Jules. Voilà. C'est-à-dire comment se comporter. Et donc, tu es en fait en train de parler de notre comportement vis-à-vis de ces personnes. Non. Donc, si je n'ai pas répondu à la question, oui. Oui. Je te demandais. Il y a une personne qui pose une question et c'est trop. Attends, Luc, tu peux vas-y, repose ça. Attends, on laisse la parole à Luc, s'il vous plaît. Tu veux développer, Luc? Je t'écoute. Attends. Ah oui. Voilà. C'est Mélisse qui parle, d'accord. Non. C'est toujours moi. Tu m'entends? C'est toujours Luc. Je t'écoute. Oui, je t'entends, Luc. Je me demandais qu'en est-il des personnes qui font taire une partie de leur personnalité, parce que je me dis s'il y a des fois des conflits, et à quoi ça mène, quoi. Ben, c'est à la personne de faire comprendre, et c'est à nous surtout de comprendre, parce qu'il y a un double rôle, c'est à nous de comprendre, puisque maintenant on a vraiment la compréhension qu'on a affaire à 2 personnes réelles et non pas imaginaires, donc c'est à nous de comprendre, d'avoir un autre comportement. Maintenant, tous ceux qui ne sont pas au courant de ce cours, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pour eux, ils vont toujours être persuadés qu'ils ont affaire à de l'imaginaire. Donc, notre rôle à partir de cette compréhension, c'est bien de dire autant aux gens qui voient les schizophrènes que aux schizophrènes, de leur expliquer, vous êtes 2 personnes, dites-moi à qui je dois m'adresser, de façon à ce qu'il n'y ait plus, comment dire, de personnes étouffées. D'accord. Donc il faut que la personne physique comprenne bien qu'il y a 2 personnes en elle et elle doit dire, je suis Jacques, vous devez accepter que je suis telle personne. Et si le lendemain, si c'est l'autre personne qui est présente, aujourd'hui, vous devez accepter que je suis telle autre personne. Donc, des 2 côtés, il faut qu'il y ait un travail à faire, notamment pour le schizophrène, de dire cette personne-là, ça fait 10 ans que vous ne voulez pas accepter la 2e personne. Il est temps que maintenant, je suis cette personne et vous devez respecter cette personne. Alors, évidemment, si elle a affaire à moi, je vais lui dire, OK, je me suis trompé, je n'ai pas vu, pas de problème. Mais si elle a affaire à quelqu'un qui n'est pas au courant, qui pense qu'on est encore dans le diagnostic de psychologie ou de psychiatrie actuelle, elle n'a pas de chance de s'en sortir. J'ai répondu à ta question? Oui, ça me fait penser que ça peut être vraiment utile aux personnes de leur donner cette conscience-là, parce que ça expliquera beaucoup leur façon de vivre et tout ça. Alors, c'est pas leur donner bonne conscience, c'est c'est pas leur donner bonne conscience, c'est leur donner droit à être. Oui. Parce que leur donner bonne conscience, c'est comme si, comment dire, il y a un côté pas péjoratif. Non, c'est leur dire, moi maintenant je sais que vous êtes 2 réellement et c'est pas de l'imaginaire, vous êtes 2. Maintenant, à vous de me dire qui vous êtes. Vous êtes John ou vous êtes Paul? Ah oui, merci. Hein? S'il vous plaît, est-ce que… C'est juste une question à partir du moment… Oui, je t'écoute. C'est Raymond. Est-ce qu'un schizophrène, il est conscient qu'il a 2 personnalités? Oui. Il est conscient.
Il le sait très D'accord. bien. Le problème, c'est que la personne qui a été opprimée, parce que dans un schizophrène, il y a eu l'éducation maternelle notamment. Si par exemple c'est le chimiste qui a toujours été reconnu, apprécié, adulé, à qui on a fait des bisous, et que celui qui était prof de gym, acrobate, on l'a toujours, on lui a jamais fait un câlin et qu'on l'a toujours nié son existence, celui-là va finir par mordre. Et donc il faut vraiment avoir la reconnaissance des deux, mais il faut aussi lui dire à la personne physique, j'ai affaire à qui aujourd'hui, John ou… En fait, c'est pas lui le problème, c'est nous. Parce qu'à partir du moment où nous, on a non plus un espèce de sourire en coin en disant ouais mon petit gars, c'est bien, allez, vas-y, fais-moi parler ton double. La personne ne va pas apprécier, il faut vraiment qu'il y ait une sincérité dans notre compréhension qu'on a affaire à vraiment une deuxième personne physique. Parce que la personne, elle va sentir, elle va voir tout de suite si vraiment vous êtes sincère dans cette acceptation de deux personnes. Donc c'est vraiment nous le problème. J'ai répondu à ta question, Raymond. Tout à fait. Bon, j'ai ma petite fille qui est un peu spéciale et je me suis rendu compte qu'inconsciemment, elle nous a amené justement à, si tu veux, avoir un comportement par rapport à elle, c'est-à-dire qu'on va la laisser choisir ses affaires, elle va les préparer, ses affaires. Un jour, ça sera, comme tu dis, des chaussures rouges ou des chaussures noires. Hein. Mais elle nous a amené en fait à parce que bon, bah, on est très respectueux, ce qui peut choquer d'autres personnes parce qu'on fait cas de ce qu'elle est. Hein. Et ça veut dire aussi que ça peut être un repas, un jour elle peut manger de la choucroute par exemple, et le lendemain elle n'en voudra pas du tout, ou la semaine d'après pas du tout. C'est pas elle n'en voudra pas, c'est que non, l'autre… c'est l'autre qui voudra pas. Ouais. Oui. La grande difficulté, quand on a affaire à deux vrais jumeaux, on ne va pas dire aux jumeaux, donc ton frère il a mis des rouges, donc toi tu vas mettre des rouges. Si l'autre jumeau il veut des noirs, on lui donne des noirs et on ne va pas dire dis donc tu me reviens cher. On ne dit pas tu un jumeau, on ne dit pas tu au sens de deux jumeaux. Oui, tout à fait. Si le premier jumeau, on parle des vrais jumeaux, hein, que ce soit masculin ou masculin féminin, peu importe, des vrais jumeaux, des faux jumeaux, on ne dit pas vous au sens de une personne. On dit Pierre, tu veux des rouges, toi Paul, tu veux des commandes, des vertes, et on ne va pas leur dire, dis donc, tu me reviens cher. On leur dit, vous me revenez cher, à la limite. Hein, c'est comme si quelqu'un avait 3 enfants et on disait, vous me revenez cher les enfants. Ça, on peut le dire. Donc, en fait, c'est vraiment notre comportement et notre sincérité dans l'acceptation et la compréhension qu'on a réellement affaire à deux personnes. Voilà. Et ça, c'est pas facile à faire du jour au lendemain parce que ça ne se voit pas. On ne les voit pas, les deux personnes, les deux entités. On ne les voit que par leur comportement, leurs souhaits, leurs demandes, leurs désirs, leur mode émotionnel. Et donc, c'est très difficile. Par exemple, lundi, elle aime la choucroute. Et le lendemain, elle aime les rutabagas. Si en plus, vous n'aimez pas les rutabagas, vous allez dire, dis donc, tu me casses les pieds, tu auras de la choucroute comme hier. Et donc, vous allez privilégier l'autre jumeau que vous ne voyez pas. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une question de comportement, de pitié, Non, c'est quand vous avez deux vrais jumeaux, vous vous comportez pas avec compassion ni pitié. De respect. Si Pierre, il veut… Oui, respect, on accepte, voilà. Après, il y a des limites dans le respect. Hein. Voilà, on ne va pas lui décrocher la lune simplement par caprice non plus. Mais voilà, il faut trouver aussi une juste limite. Mais dans les comportements des schizophrènes aussi, bien souvent, ils entendent des voix ou ils voient d'autres entités. Non, est-ce que c'est… Non, non, du tout. Non, c'est pas. C'est ce qui est dit. Ah oui, tu as bien fait de poser la question. Il faut changer de paradigme. Ils n'entendent pas. Ah oui, ils entendent l'autre personne. Voilà, ils entendent leurs jumeaux. Oui, d'accord. Ils entendent le jumeau. Donc ils lui parlent.
Donc, vous avez l'impression qu'ils sont en train de se D'accord. parler. Non, non, il est en train de parler de l'humour. On lui dit, écoute, moi, tu commences à me casser les pieds. D'accord. T'es tout, il n'y a que toi qu'on embrasse. Puis moi, on me laisse de côté. J'ai jamais droit à la parole. Alors, ça commence à bien faire. Tu vas prendre une baffe. Et hop, D'accord. vous tombez dans l'agressivité, par exemple. Hein. Donc, Ok. on n'est plus dans la technologie cache, on n'est plus dans cette notion de pathologie auditive ou hallucinatoire. Non, non, c'est la personne, elle est vraiment en train. Ça t'est jamais arrivé de te parler à toi-même? Ah, si, souvent. On t'a pas encore traité de folle jusqu'à présent. Non, 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 non. Non, ça va. Non, t'as de la marge. C'est exactement le même problème, tu vois. Il est fort possible que dans la population, on ait un taux de schizophrénie extrêmement important, puisqu'en fait, on a une génétique ancestrale où il y a eu certainement des besoins de survie avec. Voilà, la génétique a fait que c'est un mode de procréation qui assure la survie. D'accord. Alors, des fois, c'est manifeste et ça se voit de façon évidente, et puis des fois, ça peut être un peu moins visible ou moins permanent. Bon, il est possible que je sois schizophrène, mais que, bon, les deux personnes en moi sont sympas, on leur a pas fait trop de mal, donc ça va, ça se voit pas. Tu vois? D'accord. D'ailleurs, tu vois, c'est le sujet de la prochaine question. Ça, les pronoms, on l'a déjà vu, ça. Donc, Monsieur Kech dit que on doit les appeler les merveilleuses personnes ou les personnes super sympas. Donc, à partir du moment où on ne dit plus qu'on a affaire à des schizophrènes, on ne dit plus qu'on a affaire à des nymphomanes dans le sens péjoratif, pathologique. Voici le plus grand service qu'on peut leur rendre. Pourquoi ça? Oui. Jean-Jacques, vas-y, je t'écoute. Quelle différence oui. fais-tu entre le schizophrène et les bipolaires? Entre le schizophrène et les bipolaires? Il n'y en a pas énormément. C'est juste une façon un changement de comportement dans le comportement, mais fondamentalement, il n'y en a pas beaucoup. Simplement, c'est que c'est dans le rythme et l'alternance des comportements que ça se voit. Chez le schizophrène, le comportement, c'est du jour au lendemain ou dans la journée même. Il y a une variabilité extrêmement rapide dans le comportement, dans les différences de comportement de la personne, enfin de la personne physique, j'entends, alors que chez le bipolaire, on va avoir une rythmicité de 2 mois, 3 mois, où la personne est super excitée, super joyeuse, elle en fait trop, elle franchit les murs, etc. Et puis, 3 mois après, elle est complètement effondrée, amorphe, voilà. Je pense que c'est la différence essentielle, c'est au niveau de la rythmicité. Mais fondamentalement, c'est un peu le même problème. C'est pas un problème en fait. Hein. C'est le même comportement. Donc en fait, on a affaire dans la deuxième personnalité du bipolaire, on a affaire à quelqu'un qui est peut-être moins vaillant, qui a d'autres centres d'intérêt. Et si on s'adresse à lui, la société s'adresse à lui comme si c'était quelqu'un qui grimpait aux arbres et aux murs, alors que lui, il préfère étudier, lire, rester allongé ou faire de l'ordinateur, il est certain qu'aux yeux de la société, ça ne colle pas. Voilà. Donc en fait, c'est les gens bipolaires, il faut leur dire, en fait, il y a deux personnes en toi, donc tes centres d'intérêt ne sont pas les mêmes. Hier, tu étais prof de gym ou je sais pas, moi, tu étais militaire. Aujourd'hui, tu es un écrivain. Ma fille dirait, j'ai le petit ange et j'ai le petit diable, mais je n'ai pas encore fait le choix entre les deux. Alors, les gens qui sont les plus proches, la mère notamment, le père aussi, bien sûr, c'est à eux d'observer les comportements, les attraits, les désirs, les souhaits, de quoi ils parlent avec passion. Voilà, c'est ça qu'il faut déterminer pour bien voir. Bon, des fois, ça se voit très facilement. Il y en a un qui joue au Lego et puis l'autre qui joue à la poupée. D'un seul coup, voilà. Par contre, des fois, c'est peut-être plus subtil. On peut avoir un prof de gym qui aime bien la littérature
Et puis, on peut avoir la deuxième personne qui est écrivain, mais elle n'aime pas le sport, elle préfère la chimie. Vous voyez? Donc, chez les bipolaires ou les schizophrènes, il faut toujours mettre en valeur la deuxième personne qui a été opprimée, ou qui n'a pas été aimée, ou qui n'a pas été reconnue. Et il faut aider à ce que la personne, une fois qu'elle a compris ça et accepté ça, il faut qu'elle l'accepte déjà, et qu'elle accepte en retour, notamment avec ses proches, qu'elle accepte de mettre en valeur la personne qui a été opprimée. À partir d'aujourd'hui, les gens qui sont mes plus proches ont compris qu'on était deux, que moi qui ai toujours été opprimé, maintenant j'ai le droit de dire respectez-moi, je suis deux, je suis la deuxième personne opprimée. Maintenant, j'ai droit au respect, à la reconnaissance, à l'amour, etc. Donc il y a un double jeu, il y a à la fois le jeu de la mère, enfin, ou des parents ou des grands-parents, et puis le jeu de la personne. Il faut l'aider à reprendre confiance en elle, à dire voilà, on a droit, je veux qu'on me respecte, hey, je suis là. Vous voyez, aujourd'hui je suis en train de jouer à la poupée, vous voyez, c'est pas John qui parle là, c'est Jack ou c'est Marie. Parce que vous pouvez très bien avoir chez des bipolaires une personne qui est masculine et puis l'autre qui est féminine. Ou au contraire, vous pouvez avoir deux femmes. Au contraire, vous pouvez avoir deux hommes. Donc, c'est dans les comportements qu'il faut observer et surtout observer les moments où la personne qui vous parle vous semble opprimée, vous semble timide, vous semble défaitiste. Vous voyez, c'est celle-là qu'il faut aider. On peut même demander à l'autre personne de dire maintenant, ton frère jumeau qu'on ne le voit pas, allez, aide-le à s'exprimer. Laisse-lui la parole. Voilà les types de comportements qu'il faut avoir. Mais surtout, le travail mental, c'est d'éradiquer dans nos pensées. Ça va pas se faire du jour au lendemain, hein, parce que il va rester cette espèce de compassion et de pitié dans l'éducation. Oh, la pauvre, bah oui, bon, elles sont deux, mais elle a quand même des hallucinations. Oui, ça, vous n'êtes pas prêt d'éradiquer ce comportement et cette compréhension. Ou si vous l'avez, eh bien, il faut toujours demander le pardon, excuse-moi, etc. Ou de dire, enfin, pardonnez-vous à vous-même quand vous vous êtes trompé, parce que le pardon, ça ne sert à rien. C'est vous pardonner à vous-même en disant, bah, la prochaine fois, je ferai mieux. Voilà. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Est-ce que j'ai suffisamment bien répondu à vos questions? Tout à fait, merci Jean-Jacques. On passe à la suite. Je crois qu'on a terminé. Et voilà. On a terminé pour ce cours qui me paraissait extrêmement intéressant. J'ai beaucoup apprécié de le faire. Jean-Jacques? Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Jean-Jacques. Oui, je t'écoute. Puisque vous savez, chez nous, on appelle ces hommes-là, puisque nous avons un seul corps matériel, physique, oui, mais nous avons deux âmes. Exactement? Oui. Donc, ces deux âmes-là, Oui, puisque oui. âme, il y a un qui est un premier âme qui c'est l'âme propre, et le deuxième, c'est qu'on appelle une âme hantée. Puisqu'il est parasite, puisque l'âme principale est toujours là, mais il y a une âme parasite qui est venue, qui installe. C'est bien ça? Non, alors c'est une âme parasite dans la mesure où on n'a pas compris. Oui, on dit qu'on n'a pas fonctionnement des compris, placements. mais vous voyez, il y a beaucoup de gens qui, c'est à l'âge de à peu près 20 ans, 30 ans, ils commencent à avoir. Mais moins de 20 ans, il n'a qu'une seule âme. Donc, avant, les parents regardent l'enfant, il a une seule âme. Mais après un certain temps, lorsque l'autre âme est, comme on dit, c'est présent, alors on a un comportement, je ne sais pas comment, mais on est, comme on dit, un peu agité avec cette âme-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en fait, bon,
c'est dans la mesure où là, ce qu'on est en train d'expliquer aujourd'hui, si on Oui. sort du fait qu'on a affaire à des pathologies ou des amentés ou je ne sais quoi parce qu'on n'a jamais rien compris, en fait, ou accepté, on Oui. avait affaire à deux réelles entités, deux réelles personnes et non pas des personnes imaginaires ou supposées, ça change tout notre comportement et notre vision. Et donc, on a affaire, en fait, l'origine, c'est un problème de survie dans la vie physique de nos ancêtres qui, dans certaines situations, pour ne pas être seuls, se sont liés à plusieurs femmes ou plusieurs hommes. Donc, c'est vraiment un mode de survie. Et donc, on n'est pas dans des questions d'entité, etc., ou de choses hantées, en fait. Oui, Ça, oui, c'est parce que mais pour les la parents, vision, c'est les... Oui, oui, mais pour les parents, lorsque ce sont les l'enfant visions arrive à 30 ans, religieuses. il commence à avoir une autre âme. C'est quelque chose. Alors, on peut avoir très bien une personnalité qui était tellement étouffée que, bon, c'est comme dans une population entre guillemets normale. Il y a des gens qui sont très exubérants, qui s'expriment, on ne voit que sur la télé, on ne voit que sur un stade. Et puis les autres sont très timides, réservés, introvertis. Et puis un beau jour, eh ben, ils ont trouvé peut-être leur voie. Puis d'un seul coup, on les voit faire le pitre, par exemple. Donc, vous pouvez très bien avoir la deuxième âme qui était un peu lymphatique, pas beaucoup d'envie, etc., qui s'est jamais exprimée. Elle n'a pas été opprimée parce que ça lui convenait bien. Puis un beau jour, elle se réveille. En fait, ce qu'il faut retenir, hein, c'est vraiment l'acceptation de ces deux personnalités, deux personnes, pas personnalités, deux personnes, deux êtres, deux plasmas. Maintenant, comme dans tous les plasmas, il y en a un qui est simple. Il peut y avoir un plasma qui est plus fort que l'autre et l'autre qui est plus faible et c'est au plus fort d'aider l'autre. Mais le plus fort, c'est nous, Oui. malgré tout. Donc, il y a un plasma dans la personne en question, il y a un plasma qui va être plus fort que l'autre, mais nous, vis-à-vis de cette personne et de ces deux plasmas, c'est nous qui sommes censés être les plus forts en ayant cette compréhension de comment ça fonctionne. Donc, c'est à nous, en tant que plus forts, d'apporter au plus fort des deux plasmas la compréhension et de dire, si c'est le jeune le plus fort, par exemple, c'est à nous de lui dire, occupe-toi de ton frère, laisse-lui la parole, en même temps qu'on va dire à Jack, n'aie pas peur de t'exprimer, maintenant je sais que vous êtes deux. Voilà. Mais il y a une chose, puisque dans l'expérience de chez Solin, souvent, par exemple, le plasma principal est le plus fort. Le plasma adjacent, Oui. c'est moins fort. Mais il y a une chose, puisqu'il est moins fort, il y a toujours de la jalousie là-dedans. Il y a toujours de la jalousie. Et c'est l'âme qui est plus faible qui essaie de, comment on dit, Oui, de jouer au jeu là, avec l'autre. c'est un phénomène. Oui, alors ça, c'est lié. Alors, ça c'est lié à l'éducation de la mère, notamment, Oui. ou au comportement de la mère, même au cours de la gestation. Donc, ça dépend ce qui a été inculqué du comportement de la mère, de sa façon de voir la vie, parce que la mère peut très bien reproduire pendant la période de vie intra-utérine un comportement exclusif, un comportement de jalousie. En plus, n'oubliez pas que tout ce qui est dit, entendu, perçu en dehors du corps de la femme est perçu en tant que onde, en tant que plasma. Donc, si par exemple la mère s'adresse à son mari en lui disant t'es vraiment un con, vous pouvez être certain que le gamin il va être vraiment con dans la vie intra-utérine, parce que vous émettez des pensées ou des paroles qui sont perçues en tant qu'information vibratoire ou information plasma. Donc, vous pouvez très bien avoir un enfant qui devient chétif, comment dire, défaitiste, simplement, de par la vie intra-utérine. Et on trouve ça, d'ailleurs, quand on fait
le traitement des mémoriels ou l'éradication de certaines émotions négatives. Quand la personne s'exprime sur, par exemple, l'incident, elle est tombée de la balançoire à l'âge de 5 ans, et puis d'un seul coup, vous la voyez en train de dire oh, bah, qu'est-ce que t'es con, il n'y a rien à en tirer de tout ça, par exemple. En fait, c'est pas l'enfant qui parle, c'est sa mère ou son père qui est en train de parler au moment de l'accident, et puis qui disait à sa mère oh, qu'est-ce que t'es con, tu n'aurais pas pu t'en occuper, tu vas pas le laisser là, vous voyez. Donc, c'est pas forcément l'enfant qui gère son comportement. Ça peut être les résidus d'une vie intra-utérine. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'était la femme qui était responsable de de la plupart des pathologies émotionnelles. Responsable, c'est pas un jugement, c'est dans la mesure où elle ne sait pas, où elle n'a pas toujours eu la compréhension, on ne va pas lui en vouloir, mais aujourd'hui, c'est malgré tout la femme qui a le rôle principal et non pas le père. Donc on est en train de nous faire croire que c'est le père qui doit donner la tétée. Non, c'est… Même si on peut faire 50-50, on répartit le travail, mais ce que je veux dire, c'est vraiment la mère. C'est comme ça, hein, l'homme, il n'a pas l'utérus pour l'instant. Donc c'est la mère qui, de par son comportement, doit avoir une vie calme, sereine, pour avoir la meilleure transmission physique, le meilleur comportement émotionnel, mental, intellectuel, dans les pensées, dans ce qu'elle peut apporter pendant la vie intra-utérine. Dolto a copié une compréhension, elle l'a copié d'une technologie qui datait des années 50, ce qui est bien d'ailleurs qu'elle l'ait copié, parce qu'on l'a écouté, mais ça a permis de bien comprendre cette période intra-utérine. Jean-Jacques, il y a un petit message, un petit partage sur Tu peux la conversation dire, s'il te plaît, je t'écoute. Qui dit il serait intéressant d'avoir ensuite le même cursus pour les Mongoliens. Oui. Donc là, pour l'instant, j'ai pas les informations et la vision et la compréhension de la technologie Kesh. Donc, je ne vais pas m'embarquer dans le sujet parce que ça ne pourrait être que mes propres considérations. Et donc là, comme on est dans… Je donne mes compréhensions personnelles quand elles sont dans le cadre que ça colle très très bien avec la technologie Kesh. C'est pour leur apporter un support ou les accréditer ou l'inverse. Par contre, si je n'ai pas la confirmation dans la technologie Kesh, je ne vais pas vous donner mes informations personnelles. Donc, je regarderai si j'ai ça, puisque là, je suis passé du cours 25, enfin du cours 29 au cours 33, donc j'ai sauté 3 ou 4 cours parce que ça me paraissait pas très intéressant, ou je le ferai quand j'aurai envie de les faire, parce que ça me paraissait un peu barbant et un peu répétitif. Donc, si je tombe sur ce type de cours, je ne manquerai pas de vous en parler, parce que effectivement, c'est un domaine où beaucoup de personnes sont touchées. Et donc, effectivement, pareil pour l'autisme, quand on va aborder l'autisme, je ne me manquerai pas de faire ce cours. Voilà. Ma fille travaille avec des autistes et c'est très intéressant comme comportement aussi de comprendre le comportement. Et si tu fais un cours sur ça, ça serait génial, je pense. Alors, les autistes, ce sont des gens qui sont en avance sur leur temps. On en a parlé au sujet du développement du cœur quand on a étudié le cœur, donc je vais revenir dessus. Ce sont des enfants qui sont donc en avance sur leur temps et qui sont nés de parents plus âgés que la normale. Donc, ça peut être des parents qui ont 35, 40 ans. Donc, ce sont des enfants qui arrivent avec un capital naissance génétique de 80 ans. Papa a 40 ans, maman a 35, ça fait 75 ans. Donc, le gamin est né avec un capital génétique informationnel de 75 ans. Donc, le gamin, il est tellement en avance sur ses parents que les parents, ils sont débordés, ils n'arrivent pas à suivre. Et donc, le gamin, il n'a pas le temps de s'adapter au monde de maintenant. Il est en avance. Donc, c'est des enfants, il faut leur laisser, d'après ce que dit M. Kesh, environ jusqu'à l'âge de 7-8 ans pour qu'ils aient le temps de
de se mettre dans le bain de la société actuelle. Personnellement, j'ai travaillé avec des autistes, avec des résultats, parce que moi j'étais kiné à l'époque et je travaillais en myothérapie. Et j'avais dit, tiens, on m'avait apporté, enfin apporté entre guillemets, c'est une maman qui m'avait dit, non, une éducatrice qui m'a dit, voilà, j'ai une autiste, elle a mal au dos. Bon, j'ai dit, ben, mais tu vas voir, elle est très agitée, elle est un peu bizarre dans son comportement, etc. Je lui dis, je vais essayer, moi, j'ai pas de barrière, j'ai pas de limite. Et j'ai dit, je te fais le pari que je vais y arriver. Donc, je l'ai mis sur la table. Alors, effectivement, au début, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, qui vous voit venir. Il est tellement plus intelligent que vous que si vous le prenez pour un autiste, un imbécile ou un gogol, il le sent tout de suite. Donc, j'ai mis aucune barrière, j'ai fait mon traitement comme si j'avais affaire à n'importe qui. Et la surprise, c'était que cette personne s'est endormie sur la table, s'est laissée faire entièrement. Bon, la myothérapie, c'est une technique où on positionne le corps dans l'immobilité, on le met dans une position, on ne bouge plus, et on attend environ 30 secondes, et on remet le corps dans sa position de départ. Donc, si la personne gesticule pendant la séance, on ne peut pas faire de séance. Voilà, donc c'est pour vous dire que si vous respectez la personne que vous ne faites pas de différence entre ce qu'elle peut être et ce qu'elle est en apparence, ça change tout. Voilà. Mais il faut être patient parce que ce sont des gens qui sont en avance. Et M. Kay, je disais qu'au sujet des autistes, il faut surtout les mettre avec des enfants d'un âge légèrement inférieur à leur âge. Par exemple, si vous avez un autiste de 14 ans, il faut le mettre avec un entourage d'enfants de 10-12 ans, de façon à ce que ces enfants, entre eux, se stimulent. Et si vous mettez un enfant autiste de 14 ans avec des enfants de 18 ans, il ne va pas suivre, il ne va pas réussir à rattraper le retard. Donc, il faut absolument les stimuler, mais avec un degré légèrement inférieur. Donc, un enfant en 6e, il faut le mettre avec un enfant de CP, par exemple. Un enfant en 4e, il faut le mettre avec d'autres enfants de 6e. Voilà, de façon à ce qu'il reste dans la course. Et c'est au contact des autres enfants qu'il va progresser. Il va progresser beaucoup plus, surtout que les enfants entre eux progressent énormément. C'est pour ça que la mixité, je me souviens, j'avais un ami avec qui on avait discuté de ça il y a une trentaine d'années maintenant, donc c'était assez vieux, où les autistes, on n'en parlait pas, on les mettait dans un coin, les Mongoliens, on les mettait dans un coin, et on avait dit mais la solution idéale, c'est de faire des écoles mixtes où les Mongoliens, enfin, tout ce qu'on appelle les handicapés, entre guillemets, doivent être dans des écoles normales au contact des enfants normaux, entre guillemets. C'est la meilleure des thérapies. Parce qu'entre eux, les enfants ne mettent pas de barrière. En ce qui concerne les Mongoliens, entre guillemets, j'ai été le premier en France à faire des cours de natation avec des Mongoliens et des cours de natation subaquatiques où les enfants, on les faisait flotter. Et à l'époque, puisque le matériel n'existait pas, donc on mettait un transistor. J'avais une piscine à la plage et je mettais le transistor. J'avais eu cette idée-là de mettre le transistor contre la toile de la piscine. Et je peux vous garantir que le gamin, il s'est mis à flotter du jour au lendemain avec un état de calme, de sérénité. Donc là, aujourd'hui, maintenant, il y a plein de gens qui disent « Ah, on fait des cours aquatiques avec des haut-parleurs, etc. » Donc, j'étais le premier en France à faire ça. Et c'est bien maintenant qu'on fasse ça parce que la musique subaquatique permet d'avoir une sonorité totalement différente dans l'eau et de modifier l'attention. L'attention n'est plus sur l'eau, mais sur la musique. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu correctement? Oui, oui, merci. D'accord. Je me pose toujours la question de savoir si j'ai répondu à la question et pas à côté. S'il n'y a pas d'autres questions, on va
clore la séance. La semaine prochaine, je ne connais pas encore le sujet. Il faut que je suis obligé de lire en partie le sujet pour voir s'il est vraiment intéressant, s'il n'y a pas de répétition, parce qu'il y a beaucoup de, je trouve, dans les derniers enseignements, il y a énormément de répétitions, donc c'est beaucoup plus fastidieux que les premiers cours. Donc, je suis obligé de les lire, de voir si ça colle. Donc, je ne peux pas vous donner le titre. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont présents et qui l'ont fait. Il y a des gens qui m'ont apporté de l'aide. Donc, s'ils sont là, merci tout plein. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et passez un bon dimanche. Merci à toi. À bientôt. OK. Au revoir à tous. Au revoir. Merci Luc. Avec plaisir, merci à toi. Ok. C'est super. OK. Bon dimanche. Pareil à toi. OK. Ciao. Ciao.